Nous passons maintenant, après le retour de la pause, à la Côte d'Ivoire. Nous parlons là-bas de la présidentielle. Ibn Chambas, le représentant des... Mais je sais que tu n'aimes pas qu'on revienne sur les thèmes. Qui est Ibn Chambas, donc, dans le pays pour calmer la tension. Ibn Chambas, c'est le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Il est arrivé à Abidjan. Il a rencontré le président Alassane Ouattara. Il a rencontré également le président du Conseil constitutionnel et le président de la Commission électorale indépendante. Pour le diplomate onusien, il est important que le prochain scrutin soit transparent, libre et surtout apaisé. Quand on regarde le contexte politique en Côte d'Ivoire, on a des raisons de s'inquiéter. Vous voulez conclure rapidement? Oui, j'aimerais conclure. Je sais que tu n'aimes pas qu'on revienne sur les thèmes déjà passés, mais pour rappeler à mon cher ami et frère David qu'il n'y a pas de perfection en matière démocratique. Et ça se construit, c'est une construction au jour le jour. Pas plus qu'hier, les États-Unis s'inquiétaient que la Russie soit venue s'introduire dans leur système électoral pour pouvoir détourner les résultats. Vous l'avez vu. Ça veut dire que si jusqu'au jour... D'ailleurs, pour l'élection actuelle même, on s'inquiète toujours. On annonce l'intrusion de la Russie pour pouvoir la détourner les résultats. C'est pour dire que quoi? Il y a toujours ces imperfections. Il faut se battre pour pouvoir... voilà. Mais il ne faut pas se lever et dire que non, parce qu'il y a ça, on doit faire coup d'État. Non, c'est inadmissible. Mais pour Ibn Chambas, j'aimerais pas... Non, je n'ai pas... Lui, j'aimerais lui dire... Lui, il va prendre la parole, mais j'aimerais lui dire à propos. Dimas n'a pas bien conclu. Je n'ai pas dit, je ne soutiens pas des coups d'État. Oh, tu as dit coup d'État salvateur, tu dis que tu ne soutiens pas. J'ai dit... Quelque chose est salvateur, tu ne soutiens pas. Non, Dimas, j'ai dit ce qui amène à des coups d'État. Il y a des facteurs qui amènent à des coups d'État. Voilà, et il y a de ces coups d'État qui sont des coups d'État salvateurs. Le cas du Mali. Si les Maliens n'étaient pas d'accord avec le coup d'État perpétré par l'armée, c'est les mêmes Maliens qui sortiront dans la rue. Avec l'armée, on s'amuse pas. Peut-être qu'ils vont se faire tuer, peut-être qu'ils vont se faire blesser, mais les mêmes Maliens diront qu'ils ne sont pas d'accord avec le coup d'État. On a vu dans des pays... En même temps, si les coups d'État étaient la solution, c'est le quatrième. C'est le quatrième. Pourquoi depuis là, ils n'ont pas trouvé de solution? Ils font 60 ans d'indépendance aujourd'hui, même pour 4 coups d'État. Je ne sais pas, c'est un record. C'est vrai qu'il y a des pays qui détiennent ça. Non, ce n'est pas joli. Ça ne résout pas oui, ça ne résout pas le problème. Mais autant ça ne résout pas le problème, autant ne créez pas des facteurs qui vont aller... Les mêmes facteurs se trouvent en Occident, mais ça ne provoque pourquoi on ne fait pas de coup d'État? Oui, c'est ça. Au sein de l'Union européenne. Oui, c'est pour te dire que les mêmes facteurs se proposent. Dans le Maghreb, pourquoi on ne fait pas de coup d'État? En Pologne, la fois dernière, l'élection en Pologne, l'opposition a crié au détournement des suffrages en Biélorussie. Au détournement des suffrages au patati. La Biélorussie n'est pas dans l'Union européenne. Je parle des pays de qui on se réfère, desquels on se réfère. Ibn Chambas, c'est l'homme qui, Dimas, peut ramener ses acteurs autour d'une même table de discussion? Oui, il peut le faire. Moi, ce qui me plaît dans ça, et surtout ça se passe actuellement, c'est de ceux comme David, par exemple, qui disent que la CEDEAO ne fait rien pour prévenir. David, c'est ça, non? Tu n'es pas la seule personne qui dit ça. Mais la présence déjà de Ibn Chambas au niveau de la Côte d'Ivoire démontre que en amont, la CEDEAO fait beaucoup de choses. Mais la diplomatie, ce n'est pas musical. La diplomatie, ce n'est pas le bruit. La diplomatie, c'est underground. C'est comme ça. Et donc, s'il y a de ces choses qui se passent, et il y a des rencontres informelles au niveau des États, au sommet de l'État, au niveau des acteurs politiques menés par la CEDEAO ne va pas ébruiter ça. La CEDEAO ne va pas créer ça. Et la CEDEAO fait beaucoup pour pouvoir... Moi, je ne suis pas à 100% d'accord de la façon dont la CEDEAO est conduite. Mais je les comprends. Compte tenu de ce qu'ils ont en main. La plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle possède. Au jour le jour, avec les récriminations des peuples, avec les suggestions soulevées de gauche à droite, on va l'intégrer. Imaginez que vous ayez des présidents comme c'est Balo, il y a un Balo, non,
Umaro Sissoko Vous avez des présidents de ces trempes-là. Vous avez les présidents comme... lui aussi vient de commencer, on va voir. Oui, il vient de commencer. Non, je parle de lui à l'état actuel. Okay. On prend le Nigérian, qui est un vieux briscard. Vous avez ceux qui sont dans cet état d'esprit, vous allez voir que ça va évoluer. C'est les hommes qui font évoluer les institutions. Quand Faure Gnassingbé a pris la tête de la CEDEAO, il a innové des choses. Il a pris des décisions. Ça n'a pas tout à fait marché à certains endroits, simplement parce que le Ghana qui est à côté, n'a pas trouvé de répondant là-bas, au niveau, par exemple, de nos frontières. Le chef de l'État s'est déplacé, il a dit que... On parle de CEDEAO des peuples. Mais traverser la frontière, c'est la croix et la bannière. Et voilà. Vous vous rappelez quand il a rencontré le chef de poste, du moins c'est le douanier qui était porte-parole, il parlait, il disait que, il dit, mais vous-même, vous aussi, vous prenez une partie, c'est ça, non? Une façon de dire qu'il maîtrisait la façon dont les dessous de table se passaient là-bas. Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on peut être rénovateur. Il y a certaines réformes qui ne se font pas avec du bruit. Il y a certaines réformes qui se font en douce. Et surtout, la diplomatie, pour être plus efficace, doit être menée underground. Et c'est ce que la CEDEAO a toujours fait. Donc, la présence de Ibn Chambas, effectivement, devrait amener les acteurs autour d'une table. Quand vous voyez des diplomates comme Ibn Chambas se déplacer, généralement, ils ne vont souvent que dans des pays où on sent qu'il y a un début de crise, c'est que l'inquiétude commence par monter. Oui, avant de répondre à ta question, permet de dire que normalement, c'est face à ces situations qu'on devrait voir. Mais je pense que Ibn Chambas, c'est l'ONU, non? Oui, il représente. C'est face à ces situations qu'on devrait voir l'action de la CEDEAO. Depuis que la crise a commencé en Côte d'Ivoire, est-ce que la CEDEAO a déjà envoyé un émissaire ou une délégation en Côte d'Ivoire pour discuter avec des acteurs politiques? Il n'y en a pas. C'est l'ONU qui a fait la démarche. Hier ou en début. Voilà. C'est l'ONU qui a fait la démarche. C'est la main dans la main. C'est là où on devait voir la CEDEAO. Alors, l'arrivée de ce diplomate en Côte d'Ivoire explique aisément la tension qu'il y a dans ce pays. La Côte d'Ivoire aujourd'hui cristallise toutes les attentions. C'est-à-dire que tout le monde en parle. On craint le pire pour demain. On ne le souhaite pas, mais on craint le pire. On a vu déjà le bilan des premières manifestations. On a vu tous les jours, les Ivoiriens, certains Ivoiriens qui ne se retrouvent pas dans la décision de Ouattara de revenir, de se représenter, manifester. Ils manifestent tous les jours. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des dégâts, etc. Ça craint. Ça craint. Et quand ça se passe comme ça, vous verrez que ce n'est pas les acteurs politiques qui sont les plus concernés, mais c'est la population de ce pays qui est la plus concernée. Et c'est elle qui perd en tout. La Côte d'Ivoire sort d'une crise il y a une dizaine d'années. Techniquement et logiquement, si les acteurs politiques avaient l'intention de remettre ce pays sur les rails de la paix, ces petits problèmes, ces petits désaccords politiques n'allaient peut-être pas intervenir. Ouattara a été, pour moi, un des présidents ivoiriens que j'avais le plus apprécié. C'est ton ami. Continue toujours d'apprécier. Il a toujours apprécié. J'étais l'un de ses plus fervents soutiens sur chacune de mes sorties médiatiques. En tout cas, j'ai apprécié sa parole, j'ai apprécié sa décision, ce qui a été très difficile pour certains présidents de les prendre. Mais dès qu'il a changé de langage, on a vu ce qui s'est passé. Vous avez vu aujourd'hui, il y a toute l'opposition ivoirienne qui se mobilise pour bloquer le processus électoral. Les Ivoiriens qui sont là à s'interroger. Ce n'est pas à l'ONU de venir régler le problème des Ivoiriens. C'est pas à la CEDEAO d'aller régler le problème des Ivoiriens. C'est d'abord aux Ivoiriens. C'est d'abord aux Ivoiriens de se retrouver, de comprendre qu'il y a des facteurs qui peuvent pousser à éclater ce pays à tout moment. Il y a une dizaine d'années, on a vu ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, ces acteurs politiques qui sont concernés par cette crise doivent faire prévaloir le bien commun. Et le bien commun en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la paix, c'est la stabilité. Si ce pays bascule dans la violence, ça ne va pas arranger tout le monde. On a vu, le Togo a été l'un des pays qui a payé plus avec les réfugiés ivoiriens qui étaient là. On a vu ce qui s'est passé après. Et donc aujourd'hui, l'ONU a compris la nécessité d'aller voir ces acteurs pour appeler au calme. Mais est-ce que
au degré où est arrivée la tension politique aujourd'hui dans ce pays, est-ce qu'il y a une chance que cette tension puisse baisser et aller vers un processus électoral paisible et sauver ce qu'il y a ou le peu qu'il y a encore à sauver pour les Ivoiriens et aussi pour la Côte d'Ivoire? C'est toute l'interrogation aujourd'hui. Il y a Michel Bachelet qui a pris la parole lors de l'ouverture de la 45e session du Conseil des droits de l'homme et qui a dit ceci en présentant le processus électoral. Elle dit que ça a commencé sur un climat politique tendu, sur fond de déclencheurs de violences persistants liés à des questions de nationalité, de clivages régionaux et ethniques toxiques, d'inégalités économiques, de discrimination et d'impunité pour les crimes passés. Bref, quand vous suivez ce décor qu'elle présente, c'est inquiétant, mais on a l'impression qu'Alassane Ouattara est dans le déni de cette réalité. Il dit que tout se passera très bien. Ce n'est pas Alassane Ouattara seul. Commencez par la France. Vous avez vu l'Élysée ouvrir grandement ses portes à Ouattara. Une façon de dire, nous portons notre onction à ce qu'il est en train de faire parce qu'il est des nôtres. Alors, tout le monde connaît ce que signifie l'ouverture de ces portes de certains de certaines puissances à nos pays du Sud ici. Quand on ouvre la Maison Blanche, quand on ouvre l'Élysée, quand on ouvre la Bundes, quand leur chancellerie, je pense qu'on considère comme une onction suprême pour pouvoir faire ce qu'on est en train de faire dans la politique. C'est ça, malheureusement. Et ce cliché n'est pas encore tombé, ça y est. Et eux aussi le font. Et ils le font en tout état de cause. Ils le font en calculant un certain nombre de choses. Et donc, Bachelet a dressé bien ce tableau. Mais qui est derrière ce tableau? Qui est l'artiste qui a peint ce tableau? Et qu'elle est en train d'admirer là-bas? C'est la France. À tous les niveaux, c'est la France. On va dire non, mais donc vous-même, vous n'avez pas de responsabilité. Vous n'avez de civil. Celui qui veut être responsable, on le tue. C'est ça le problème. Celui qui veut être responsable ne veut pas suivre la cadence, ne peut pas suivre le rythme, on le tue. On en a vu avec Thomas Sankara. On en a vu avec d'autres qui ne sont pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. À un moment donné, comme il n'y avait pas de coup d'État. Kadhafi. Avec Kadhafi, vous voyez. On n'est pas d'accord avec vous. Maintenant, à un moment donné, comme la question des coups d'État a été un tout petit peu étouffée, c'est le terrorisme qu'on te balance dans ton pays et on te rend le pays ingouvernable. Et maintenant, quand des militaires qui devaient être au front ne viennent pas dire que on n'a pas des moyens ou ceci ou cela, comme d'ailleurs le cas de ATT et autres, là où les militaires posaient des questions de moyens pour pouvoir le faire partie. Ici, ils ont des moyens, ils ne vont pas au front, ils se laissent décimer. Et c'est le président civil qui est, comment il s'appelle, Ibeka, qu'on est venu chasser. Là, on bombe les muscles, on dit qu'on est des militaires, on est fort, alors qu'il y a les terroristes qui sont là-bas à côté, ils sont incapables de les chasser. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire simplement que les Occidentaux façonnent la façon dont nos gouvernances doivent être conduites. Et quand c'est fait, c'est eux qui se dressent encore sur leur ergot pour venir nous peindre quoi là. Ceux qui donnent l'onction à Ouattara d'aller droit dans le mur, c'est les Français. C'est les Français. Sans le soutien de la France, Ouattara ne peut pas arriver jusqu'à ce point. Ça, soyons clairs et nets là-dessus. Et qu'on ne vienne pas nous dire que nos pays en Afrique sont des pays indépendants, de façon à ce que et leurs décisions politiques et leurs décisions économiques se prennent uniquement à Yamoussoukro, à Lomé, à Ouagadougou ou à Bamako. Tout le monde sait que tout se dessine là-bas. Et quand on vient, on vous les transpose. Vous êtes d'accord, vous prenez. Vous n'êtes pas d'accord, vous payez ça avec votre vie. Mais les héros martyrs, qu'est-ce qu'on en a à faire? Et donc, lui, c'est un beau tableau. Et c'est un tableau vrai, réel. Mais je dis que l'artiste qui a peint ce tableau-là, que dresse Michel Bachelet, c'est la France. Alors maintenant,
Est-ce que Ibn Chambas peut quand même réussir à calmer le jeu? Puisque c'est l'important maintenant, il faut calmer le jeu sur le terrain. La seule puissance qui peut calmer le jeu en Côte d'Ivoire, c'est pas l'ONU, hein, c'est la France. C'est la France, forcément, parce que si la France sort aujourd'hui et qu'elle donne ouvertement sa position sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous verrez que les choses vont aller très vite. Mais à partir du moment où elle est silencieuse et que voilà, elle donne l'impression d'être une puissance observatrice de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, derrière, vous verrez forcément ce soutien-là. Et donc aujourd'hui, l'ONU ne fait que son travail de prévention, comme elle a l'habitude de le faire, quand elle sent que dans tel ou tel pays, il y a des crises qui peuvent, voilà, à tout moment. Donc, elle ne fait que son travail pour rendre compte aussi après qu'elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Maintenant, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à l'ONU. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Elle a été sous la tutelle d'une puissance et on sait le rôle que joue la France régulièrement dans les affaires africaines. Et donc aujourd'hui, déjà, c'est vrai, dimanche on parlait, le dernier voyage de Ouattara, tout le monde s'attendait à ne pas voir Ouattara à l'Élysée. Même s'il était parti pour des vacances, tout le monde s'est accordé à dire que, bon, pour une fois, la France va dire ce qu'elle a envie de dire ouvertement. Mais curieusement, il a été reçu en déjeuner. Après, il a eu un tête-à-tête avec le président français. Qu'est-ce qui s'est dit au cours de ce tête-à-tête? Les médias n'y étaient pas. Donc, on sent à partir de ces pratiques que la France est toujours derrière. Donc, aujourd'hui, c'est d'abord à la France de calmer le jeu en donnant ouvertement sa position vis-à-vis de ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et l'autre facteur qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est aussi la population ivoirienne. C'est vrai, tout le monde n'est pas opposant à Ouattara. Il a ses sympathisants aujourd'hui. Mais il y a une partie de la population qui manifeste et qui continue de manifester tous les jours. Et les bilans ne sont pas assez positifs. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des exilés. Et donc, il y a ce problème qu'il faut aussi résoudre. Et le troisième facteur, c'est aussi l'absence des grands tenants de l'opposition à ce processus électoral. On ne peut pas comprendre que les élections présidentielles aient lieu dans un mois en Côte d'Ivoire et qu'il n'y ait pas des noms qui sont connus de tous. Celui qui organise les élections ou celui qui est au pouvoir aujourd'hui a été victime de ces pratiques dans un passé, il y a 10 ans de cela. On lui a carrément refusé le droit de se présenter à une élection. Il a dénoncé, il y a eu des manifestations. Après, il a pu se présenter contre Laurent Gbagbo. Il dit avoir remporté les élections. Il a gouverné pendant 10 ans. Et les mêmes erreurs, les mêmes pratiques qu'il avait, sont encore remises au devant aujourd'hui. À quoi peut-on s'attendre en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il faut s'attendre, on ne le souhaite pas, mais il faut s'attendre à tout, sauf à un processus électoral paisible. Et les signaux sont tous au rouge. On a vu les dernières sorties. Quand vous allez sur après les appels des hommes politiques, il y a aussi les appels qui sont relayés sur les réseaux sociaux. Moi, quand je suis ces jeunes Ivoiriens, que vous soyez pro-Ouattara, pro-Gbagbo, pro-Soro, s'invectiver sur les réseaux sociaux, en direct, se proférer des menaces, à la limite, d'appeler à des génocides. Mais vous ça rappelez le cas de Gbagbo, ça fait vraiment peur. Ils ont toujours fait ça, mais c'est pour dire quand des gens comme Soro et autres disent qu'il n'y aura pas d'élection, ils vont faire quoi? Il y aura d'élection. On va suivre la situation. Il y aura la commenter. Merci. On va à la pause, la dernière pause, et on revient.